C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, Paul Kagame, candidat à sa propre succession. Le président rwandais se présente à un 4e mandat. Il est à la tête du pays depuis 23 ans. L'opposition ne voit pas sa candidature d'un bon œil. Nous serons à Kigali dans ce journal. L'Union européenne suspend son financement du programme alimentaire mondial en Somalie. Une suspension après les révélations d'un rapport de l'ONU sur le détournement d'argent dans le pays. La correspondance régionale à suivre. Et puis à la fin de cette édition, nous irons à Birao, en Centrafrique. Vous verrez que dans cette ville très dépendante du Soudan, les approvisionnements sont entravés par la guerre et que les prix flambent. Reportage dans un instant. Paul Kagame se lance dans la course à la présidentielle. Annonce faite à nos confrères de Jeune Afrique. À la tête du pays depuis 23 ans, celui qui dirige le Rwanda d'une main de fer se présente à un 4e mandat et de nombreux observateurs internationaux et opposants voient d'un mauvais œil sa longévité au pouvoir. Les précisions à Kigali de notre correspondant Clément Diroma. L'annonce est passée inaperçue au Rwanda, puisque les médias locaux n'ont quasiment pas relevé ce discret passage dans l'interview menée par Jeune Afrique du président Paul Kagame, au pouvoir depuis plus de 23 ans. Ce dernier se porte donc candidat à sa propre succession. Et il faut dire qu'à Kigali, bien, ce n'est une surprise pour personne, puisqu'en avril dernier, Kagame avait été réélu à la tête de son parti, le FPR, avec 99% des voix, 99%, un score d'ailleurs qu'on retrouve aussi lors de la dernière présidentielle en 2017. Le début de son 3e mandat, après avoir changé la Constitution en 2015 pour pouvoir se représenter et rester à la magistrature. Un changement appliqué suite à un référendum approuvé par les Rwandais à hauteur de 98% cette fois-ci. Alors ce maintien au pouvoir est toujours critiqué par ses opposants, des ONG et par des organisations occidentales. Kagame a d'ailleurs répondu aussi dans les colonnes de Jeune Afrique, je cite, « Désolé pour l'Occident, mais ce que ces pays pensent n'est pas notre problème ». Fin de citation. Le chef de l'État devrait se retrouver entre autres face à Franck Habineza du Parti vert, considéré comme la seule formation d'opposition autorisée dans le pays. Au Gabon, 10 personnes ont été inculpées, notamment pour corruption. Parmi elles, le fils aîné du président Ali Bongo Ondimba, renversé par un coup d'État il y a 3 semaines. Le nouveau régime semble vouloir montrer sa détermination à juger les proches de l'ancien pouvoir. Laurent Berstécher. 3 semaines après le coup d'État, le gouvernement de transition du Gabon entend bien montrer l'exemple. 10 personnes proches de l'ancien régime, dont l'un des fils d'Ali Bongo, ont été inculpées mardi pour des faits de corruption. Incarcérés et mis en examen, ils font face à de nombreux chefs d'accusation. Falsification de la signature du président de la République, remise et obtention de sommes indues, complicité de détournement de fonds publics, corruption, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, complicité de blanchiment de capitaux, association de malfaiteurs, usurpation de titres et de fonctions. Les suspects avaient été arrêtés le 30 août dernier dans la foulée du coup d'État. Parmi eux, des hauts responsables du cabinet d'Ali Bongo, mais aussi son fils aîné Noureddine. Pour de nombreux Gabonais, cette mise en examen symbolise la volonté du nouveau régime de mettre fin à l'impunité de la dynastie Bongo, marquée par une corruption systémique et de nombreux détournements de fonds. Plusieurs membres de la famille Bongo sont par ailleurs mis en examen en France dans le cadre de l'enquête sur les biens mal acquis. Ils sont soupçonnés d'avoir bénéficié d'un patrimoine immobilier assemblé frauduleusement d'une valeur de 85 millions d'euros. Cet appel d'un collectif de journalistes en République démocratique du Congo. Il demande la libération de Stanis Boujakera, le correspondant de Jeune Afrique à Kinshasa. La justice lui reproche un article qui met en cause les renseignements militaires dans l'assassinat de l'opposant Chérubin Okende. Un article qui n'est pas signé. Les précisions de notre correspondante Aurélie Bazaraki-Bangoula. C'est pour montrer leur colère, mais surtout leur incompréhension que quelques dizaines de journalistes ont manifesté devant le ministère de la Justice. Notre confrère Stanis Boujakera a passé sa 12e journée en détention. Il est actuellement à la prison de Makala et c'est un jour de trop pour cette organisation de journalistes qui réclame la libération de Stanis Boujakera. Alors au ministère de la Justice, cette organisation a déposé un mémo dans lequel elle évoque, je cite, une traque contre les journalistes. Le moment opportun, c'est donc cette période électorale. Il faut donc le coffrer, il faut le réduire au silence.
Et c'est le cas de Boujakera. Vous avez même vu que ces outils de travail sont confisqués jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas une semaine passée, on a tenté de vouloir supprimer son compte Twitter, qui est donc considéré aujourd'hui comme un média fiable. Il y a une intention, une volonté des autorités de vouloir réduire au silence les journalistes. Donc on est là pour dire que voilà, ça doit cesser. Le président Félix Tshisekedi, qui est à New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies, s'est exprimé pour la première fois sur la détention de Stani Boujakera. Le président congolais affirme être attaché à la liberté de la presse, regretter ce qui arrive à Stani Boujakera, mais ajoute qu'il ne peut pas faire entrave à la justice au nom de la séparation des pouvoirs. Un argumentaire qui ne convainc pas les journalistes ici à Kinshasa, ni les organisations internationales. Reporters sans frontières a saisi l'un des groupes de travail des Nations Unies pour que la détention de Stani Boujakera soit reconnue comme une détention arbitraire. Et justement, on écoute le président Félix Tshisekedi, une prise de parole en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Il en a profité pour affirmer sa volonté de se présenter à un deuxième mandat. Voilà brosser le tableau actuel de la République démocratique du Congo, qui, comme vous le voyez, est teinté de beaucoup d'espoir et me donne le courage de pouvoir me représenter devant l'électorat congolais pour solliciter sa confiance afin d'être réélu pour continuer ce que nous avons commencé dans l'adversité, dans la difficulté, mais dans la détermination. Moi, j'ai un principe, c'est celui de la séparation des pouvoirs. Mais évidemment, comme le dit la Constitution, je suis le magistrat suprême. Sans juger, bien sûr, je peux m'enquérir de certaines situations. Là, pour la petite histoire, il a couvert notre campagne au moment de ma campagne électorale. Il a couvert, il était de tous les combats avec nous. Donc vous voyez que j'ai de la sympathie pour ce jeune homme. Je regrette ce qui lui arrive, mais je ne peux pas faire entrave à la justice et ne pas permettre à celle-ci de faire toute la lumière. En bref, le chef de la diplomatie tchadienne, Mahamat Saleh Anadif, a défendu le déroulement actuel de la transition et notamment le projet de constitution qui doit être soumis à référendum en décembre prochain. Le budget du référendum approvisionné par la communauté internationale est jusque-là supérieur à 53 millions de dollars selon le gouvernement. Il demande désormais aux partenaires de poursuivre leur engagement sur les élections présidentielles et législatives que le Tchad doit organiser l'an prochain. Ce vote approuvé à l'unanimité au Burkina Faso. L'Assemblée législative de transition a validé une loi autorisant l'envoi pour 3 mois renouvelables d'un contingent militaire au Niger voisin, menacé d'une intervention armée par des pays ouest-africains depuis le coup d'État. Cette loi, proposée par le gouvernement de transition, a été approuvée à l'unanimité des 71 membres de l'Assemblée. L'Union européenne suspend son financement du programme alimentaire mondial en Somalie. Une suspension après des révélations d'un rapport de l'ONU sur les détournements d'argent dans le pays. En 2022, l'UE avait donné 7 millions au PAM pour lutter contre la faim. La correspondance régionale de Bastien Renouille. La corruption est systémique en Somalie, explique le rapport des Nations Unies, un rapport confidentiel qui a motivé l'Union européenne à stopper momentanément ses financements pour le programme alimentaire mondial dans le pays. Les experts de l'ONU ont visité 55 camps de déplacés différents. Il y a d'ailleurs 3,5 millions de déplacés internes dans le pays. Et dans tous les camps, eh bien, ils ont entendu des déplacés dire qu'il y a un racket régulier, notamment lors des transferts d'argent des ONG, de l'argent qui est censé permettre aux déplacés de s'acheter à manger, de renforcer leurs abris ou encore d'acheter des médicaments. Eh bien, systématiquement, les autorités locales ou les forces de sécurité prélèvent une partie de cet argent. Et je peux vous dire, au vu de mes reportages au cours des dernières années dans le pays, que c'est effectif, la corruption est systémique en Somalie. Tous les directeurs d'ONG avec lesquels j'ai pu parler, tous les chefs d'agences onusiennes m'ont dit avoir affaire à la corruption et que cette corruption empêche la livraison d'aide humanitaire aux populations qui en ont le plus besoin. Des milliards d'euros ont été donnés à la Somalie au cours des dernières décennies pour essayer d'aider le pays à surmonter notamment toutes les phases de
de sécheresse qu'il connaît. Et systématiquement, une grande partie de cette aide est détournée au profit des autorités, du gouvernement ou encore des forces de sécurité. Et cela a un grave impact sur la situation humanitaire. Au cours des 3 dernières années, il y a eu une très grave sécheresse dans le pays. L'an dernier, le pays a évité de très peu la famine. 40 000 personnes sont mortes, dont plus de la moitié étaient des enfants de moins de 5 ans. On part à présent à Birao, dans le nord-est de la Centrafrique. Cette ville est plus proche du Soudan que de Bangui. Elle se situe à 1400 km de la capitale centrafricaine. La guerre au Soudan a donc des conséquences sur le quotidien des populations. Les approvisionnements sont entravés par le conflit et les prix flambent. Voyez ce reportage de Rolf Steve Domialéou et Mélino Bandio. Il est 11 h au Monument des Martyrs, un édifice à l'entrée du marché central de Birao. Dans ce centre commercial, l'inquiétude règne parmi les commerçants et les clients alors que le prix des denrées alimentaires ne cesse d'augmenter. Cette inflation pèse lourdement sur les portefeuilles et le quotidien des habitants. Le conflit soudanais a vraiment joué en notre défaveur. L'argent ne circule plus et tout est cher. On a acheté le sac de sucre 25 000 francs CFA et il coûte actuellement 100 000. Le riz passe de 10 000 francs à 20 000. Vraiment, c'est difficile. On ne peut pas tenir le coup. Ici, dans son lieu de commerce, Adam Idriss reçoit quelques clients. Ce commerçant est conscient des défis auxquels ils sont confrontés. Son espoir est désormais fondé sur la réhabilitation des routes et le rétablissement de la sécurité dans la région. Nous avons expliqué la situation au nouveau chef de la MINUSCA. Les commerçants veulent importer des marchandises, mais ils ne sont pas en sécurité. Nous avons besoin de protection. Les autorités locales sont quelque peu désemparées et n'ont pas de solution immédiate à proposer. C'est le Soudan et le Tchad qui nous ravitaillent ici à Birao. Malheureusement, ces 2 pays ont déjà fermé leurs frontières avec la RCA. La route Bangui-Birao est dans un état piteux, en plus de l'insécurité. Nous allons réfléchir ensemble avec les commerçants pour voir ce qu'il y a lieu de faire. À Birao, les activités tournent au ralenti parce que tout est devenu cher. Le gouvernement centrafricain promet de créer un pont aérien entre Bangui et Birao au cours de ce mois pour acheminer des marchandises 2 fois par semaine dans la ville. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Claire Hildebrandt.